Salam alaikum wa rahmatullah. On poursuit avec nos exercices d'analyse complexe, exercices résolus. On est dans le chapitre polynôme, série entière et fonctions analytiques. Alors pour le moment, on n'a fait que deux exercices sur les polynômes complexes. Alors aujourd'hui, je vous propose cet exercice. On reste toujours sur les polynômes, donc coefficients complexes. Là, on s'intéresse bien sûr aux racines. Aujourd'hui, donc le résultat, ça va être le résultat qu'on va démontrer, ça va être le théorème de Gauss-Lucas qui concerne donc les racines ou les zéros du polynôme dérivé d'un polynôme complexe. Alors, donc l'énoncé est le suivant. Donc, soit P un polynôme complexe, donc c'est-à-dire un coefficient dans C, de degré supérieur ou égal à 2, mais juste on évite les cas triviaux, si c'est degré 1, c'est trivial. Donc, je suppose que le degré supérieur ou égal à 2, montrer que les racines complexes du polynôme dérivé, la dérivée, de P, les racines de la dérivée, les racines du polynôme dérivé, alors sont toutes, ou bien appartiennent toutes, à l'enveloppe convexe de l'ensemble des racines complexes de P. Donc vous avez les racines complexes de P. Bien sûr, on se place dans le plan complexe. Donc vous avez les racines complexes de P, c'est un certain nombre donc, de points. Et donc on vous demande de montrer que les racines de sa dérivée, du polynôme dérivé, sont contenues dans l'enveloppe convexe des racines de P. Bon, alors je dois faire d'abord des rappels. Donc ce que c'est que donc, une partie convexe de C. Donc je me place dans le plan complexe. Alors, c'est quoi une partie convexe? Alors, je vais faire ça avec. Je vais vous présenter ça avec des dessins et puis on va faire des formules mathématiques. Alors, je prends par exemple dans C, je prends par exemple cet ensemble-là, donc de ce qui est donc à l'intérieur. Tout ce qui est à l'intérieur, ça ressemble un petit peu à une ellipse. Alors, on constate la propriété suivante. Si je prends deux points quelconques de cette partie, de C, alors on constate que le segment qui relie ces deux points est entièrement contenu dans cette partie. Vous voyez, le segment est entièrement contenu dans le segment. Donc vous voyez qu'il est entièrement contenu dans notre partie. Par contre, si je prends maintenant, je vais faire une autre partie de C, de plan complexe, je vais faire par exemple ça. Bon, donc c'est tout ce qui est à l'intérieur. C'est une partie de C, du plan complexe. Là, on constate que cette propriété-là, la même propriété, n'est plus vérifiée. Alors en effet, si je prends par exemple ce point, et je trace le segment de droite qui relie ces deux points, alors on constate que le segment n'est pas entièrement contenu dans cette partie. Vous voyez, donc cette partie-là, elle est à l'extérieur de mon ensemble. Donc ici, je dis que mon ensemble, ici, on dit qu'il est convexe, et là, qu'il n'est pas convexe. Donc la convexité, c'est quoi? C'est quels que soient les deux points que je prends dans ma partie, il faut que le segment de droite qui relie entre ces deux points soit entièrement contenu dans ma partie considérée. Alors donc on peut faire ça, on peut donc écrire ça mathématiquement. Donc une partie A de, donc une partie, je vais l'écrire, donc une partie A du plan complexe est dite convexe si, ça c'est donc une définition, donc maintenant j'écris la définition mathématique, si pour tout, alors je prends deux points, par exemple Z1, Z2 dans A, et tout, alors je vais prendre par exemple T dans 0, 1, il faudrait avoir T fois Z1 plus 1 moins T fois Z2 dans A.
Alors, cette expression-là, cette expression que j'ai ici, lorsque t varie dans 0,1, c'est juste la paramétrisation du segment en question. Donc, si par exemple ici le segment, imaginons que vous avez ici Z1 et là c'est Z2, alors c'est l'ensemble donc l'ensemble de tous les nombres complexes qui sont là, bien de tous les points qui sont là, avec t dans 0,1, ça donne ce segment. Donc ça veut dire tout simplement que le segment qui relie entre Z1 et Z2 est contenu dans A. Ça, c'est donc la définition mathématique, analytique, si vous voulez, de la convexité. Alors, ensuite, avant de parler de l'enveloppe convexe, on constate que l'intersection d'une famille de convexes reste convexe. Bon, ça, c'est une proposition presque évidente. Donc, si AI, une famille quelconque, ça peut être fini, infini, dénombrable, non dénombrable. Alors, si A est une famille de parties convexes de C, alors l'intersection DAI, bon, je vais éviter le I parce qu'on est dans les nombres complexes, il faut éviter le I. Alors, AK, K dans I, cette intersection est convexe. Bon. C'est évident, c'est juste de la définition, c'est clair. Vous prenez deux points dans l'intersection, donc le segment qui relie ces deux points, il est dans chaque AK, donc il est dans l'intersection, c'est évident. Et grâce à cette proposition, on peut définir ce que c'est que l'enveloppe convexe. Donc, on va définir l'enveloppe convexe, donc soit A, une partie de C, pas forcément convexe. Alors, on appelle l'enveloppe convexe de A, on appelle enveloppe convexe de A. La plus petite partie convexe de C qui contient A. Donc, la plus petite partie convexe. Donc la plus petite partie convexe de C qui contient A. Voilà. La plus petite, c'est au sens de l'inclusion. Donc ici, vous avez deux choses. Vous avez la plus petite, au sens de l'inclusion, et convexe, qui contient A. C'est-à-dire A est inclus dans cette partie. Bon, alors, pourquoi ça existe? Bon, on la note. Bon, je vais la noter EA. Donc, l'enveloppe convexe de A. Alors, pourquoi ça existe? C'est tout simplement l'intersection de toutes les parties convexes de C qui contiennent. C'est la même histoire avec sous-groupe engendré, sous-espace vectoriel engendré par une partie, etc. Pourquoi ça existe? Parce que c'est tout simplement l'intersection, donc le sous-groupe engendré par exemple par une certaine partie, c'est le plus petit groupe qui contient cette partie. Pourquoi ça existe? Parce que c'est l'intersection de tous les sous-groupes qui contiennent cette partie. Donc là, c'est la même chose. Donc EA, en fait, on va écrire, c'est l'intersection de toutes, on va mettre par exemple C comme ça, avec C, partie convexe de C convexe, inclus dans C convexe, et C contient A. Voilà. Ça montre donc l'existence et l'unicité, bon, comme c'est la plus petite, donc c'est unique. Voilà, au sens de l'inclusion. Voilà, donc l'enveloppe convexe, c'est ça, c'est la plus petite, l'enveloppe convexe d'une partie A, c'est la plus petite partie convexe de C qui contient A. Alors maintenant, voyons par exemple des exemples pour comprendre un peu mieux. Par exemple, si je prends par exemple ça.
Donc ce qui est à l'intérieur. Tout ce qui est à l'intérieur, ça, donc cette partie-là du plan complexe n'est pas convexe. C'est clair, si je prends ces deux points, alors le segment qui relie entre ces deux points n'est pas entièrement contenu dans A. Alors ça, je vais l'appeler A. Bon, parce qu'il y a cette partie qui déborde, donc c'est pas convexe. Bon. Alors maintenant, on va trouver l'enveloppe convexe. Bon, si l'ensemble est convexe, l'enveloppe convexe est lui-même. Donc là, on va chercher l'enveloppe convexe, à peu près, bien sûr. Donc ce qu'il faudrait faire, il faudrait donc ajouter tous les segments qui posent problème. Donc, par exemple, ici, j'ai un point ici, j'ai un point là. Le segment n'est pas entièrement contenu dans A, ce segment-là. Donc, ça veut dire qu'il faut l'ajouter. Ensuite, je prends par exemple ce point, je prends avec ce point, ce segment n'est pas complètement contenu dans A, il faut l'ajouter, etc. Donc, quand on fait tout ça, donc, on va obtenir à peu près ça. Voilà, l'enveloppe convexe, donc ça va être cette partie. Donc, c'est comme ça. Voilà à peu près ce que ça donne. Donc, voilà, on va obtenir ça. Imaginons par exemple que vous avez un nombre fini de points. Par exemple, vous avez 3 points. A, B, C. Bon, on va mettre Z1, Z2, Z3. Alors, dans ce cas-là, c'est très simple. L'enveloppe convexe, c'est juste le triangle. On fait ça et ça. Et ça. Le triangle plein. Donc, je vais mettre. Bon. Voilà. Donc, je vais relier Z1, Z3. Et voilà, donc c'est l'enveloppe convexe, ça va être ça. Parce que là, c'est le triangle. Si vous avez, un autre exemple, si vous avez 4 points, dans ce cas-là, par exemple, ça va être le quadrilatère. Donc, on va relier entre ces points. Donc, l'enveloppe convexe de l'ensemble de ces 4 points, ça va donner ce quadrilatère. Donc, ça va donner tout ça. C'est le plus petit convexe qui contient ces 4 points. Voilà. Et donc l'exercice, qu'est-ce qu'il propose? Il propose de démontrer le théorème de Gauss-Lucas, selon lequel, alors si vous avez un polynôme, P, polynôme complexe, donc Cz, de degré n, degré de P, certain degré supérieur ou égal à 2, alors le théorème fondamental de l'algèbre nous dit que le polynôme possède nombre fini de... il nous dit que le polynôme possède exactement n racines complexes qui sont comptées avec les multiplicités. C'est le théorème fondamental de l'algèbre. Donc, imaginez que les racines sont ici. Alors, le théorème nous dit que sa dérivée, P', les racines de la dérivée sont contenues dans l'enveloppe convexe des racines de P. Alors, si je suppose que les racines de P sont ces points, donc ces 5 points par exemple, juste un exemple, alors, l'enveloppe convexe, qu'est-ce que ça va donner? L'enveloppe convexe, donc ça va donner ce pentagone. On va relier entre ces points. Donc, voici l'enveloppe convexe des racines de P, dans cet exemple. Alors, le théorème de Gauss-Lucas, il vous dit que les racines de la dérivée, ils sont dans cette enveloppe convexe. Ils sont dans l'enveloppe convexe des racines de P. Alors, pour démontrer ça, on a besoin quand même d'une expression mathématique pour l'enveloppe convexe. Alors, je vais vous donner donc une autre proposition. C'est des propositions très faciles à démontrer. Alors, soit A, une partie de C, quelconque. Alors, l'enveloppe convexe de A, l'enveloppe convexe de A est donnée par la formule suivante. Alors, donc EA, c'est tout simplement l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires convexes des éléments de A, bien des points de A. Donc c'est l'ensemble des nombres complexes qui sont de la forme lambda 1
lambda 1 à 1, plus lambda 2 à 2, plus etc. Plus jusqu'à un certain lambda n à n, avec, bon, n, on va le prendre dans n étoile, les lambda i, bon, je vais d'abord parler de n, et puis A1, A2, AN sont dans A, dans notre partie, et lambda 1, lambda 2, lambda n sont des réels positifs, tels que la somme est égale à 1. C'est des réels positifs de somme égale à 1. Voilà l'enveloppe convexe de A. Mathématiquement, elle s'écrit sous cette forme-là. Une combinaison linéaire de ce type s'appelle combinaison convexe. Voilà. L'écriture de ce type-là, c'est une combinaison linéaire. On l'appelle combinaison linéaire convexe. Ici, vous avez les coefficients sont positifs et la somme, c'est 1. La somme des coefficients, c'est 1. Donc, voilà la formule. Alors, vous pouvez essayer de démontrer ça, c'est pas difficile. Et donc, nous, on va se servir de cette formule pour démontrer donc, le théorème de Gauss-Lucas. Alors, donc, on va commencer la solution. Solution de l'exercice. Alors, donc, le polynôme est donné. Son degré, c'est n supérieur ou égal à 2. On va donc donner un nom à ces racines complexes. Donc, soit, par exemple, je vais noter, bon, je vais suivre l'indication. L'indication nous demande de montrer d'abord la formule P' sur P, P' de Z sur P de Z. Et on nous demande de montrer d'abord cette formule. Somme de 1 sur Z moins ZK. Avec K, les ZK, c'est les racines de P. Donc, je vais considérer d'abord ces racines. Donc, soit Z1, Z2, Zn. Les racines complexes ou les zéros complexes. Les zéros complexes de P. Alors, comptez avec leur multiplicité. Comptez avec leur multiplicité. C'est-à-dire, si vous avez une racine double, vous la comptez 2 fois. Si vous avez une racine triple, vous la comptez 3 fois, etc. Donc, vous avez exactement le théorème fondamental de l'algèbre nous dit que tout polynôme complexe est scindé sur C, c'est-à-dire il se décompose comme produit de polynôme de premier degré, ce qui revient à dire qu'il possède exactement autant de racines que son degré. Son degré c'est n, donc il a n racines. On va les appeler Z1, Z2, Zn, donc les nombres complexes. On va d'abord donc suivre l'indication, donc on va démontrer d'abord cette formule. Bon, j'ai les racines complexes, donc P s'écrit sous la forme, donc on va décomposer P, donc P, Pz s'écrit, on va le décomposer, donc Pz égale, bon, un certain nombre complexe non nul fois, donc Z moins Z1 fois Z moins Z2, etc. jusqu'à Z moins Zn, avec un certain A, un nombre complexe non nul, coefficient dominant de P. Alors, vous constatez donc ici qu'on a un produit. P'Z sur Pz, c'est ce qu'on appelle la dérivée logarithmique. Alors, on peut démontrer que la dérivée logarithmique d'un produit, c'est la somme des dérivées logarithmiques. La dérivée logarithmique d'un produit de fonction, c'est la somme de leurs dérivées logarithmiques. Sinon, on peut aussi utiliser, pour démontrer ça, soit on le fait par passage au logarithme, mais ça c'est déconseillé, logarithme complexe, c'est un peu compliqué. On peut le démontrer par récurrence, facilement. Donc ici, je vais utiliser, si vous voulez, cette propriété-là, mais je vous laisse le soin de la vérifier par récurrence. Alors, donc, si f, si vous avez une fonction qui se décompose f1, f2, fk, alors sa dérivée logarithmique f' sur f
c'est égal f'1 sur f1 plus f'2 sur f2, etc. jusqu'à f'(k) sur fk. On peut démontrer ça. Bon, si on passe au logarithme, ça devient évident, mais là, je préfère l'éviter. Donc, si vous passez log f égale log f1 plus log f2, etc., plus log fk, et puis vous dérivez, vous allez avoir cette formule. Mais sinon, vous raisonnez par récurrence sur k, qui est, qu'on prend par exemple dans n étoile. Bon, kn égale 1 est trivial, le k égale, k égale 1 est trivial, k égale 2, bon, c'est la formule pour la dérivée de produit de fonction. Et puis la récurrence, elle marche assez bien, il n'y a aucun problème. Donc je vais l'utiliser ici, donc j'ai un produit. Donc ici, si je prends donc la dérivée logarithmique de P, ça va être la somme des dérivées logarithmiques de ces facteurs. Bon, pour la dérivée logarithmique de A, c'est 0, parce que c'est A', en dérivée constante, c'est 0 sur A. Donc la dérivée logarithmique de A, c'est 0. Donc il va rester les dérivées logarithmiques de ces facteurs. Et d'une façon générale, z moins zk, sa dérivée logarithmique, c'est 1 sur z moins zk. Donc on obtient donc P'z sur Pz, c'est égal, donc la somme des dérivées logarithmiques va nous donner 1 sur z moins z1 plus 1 sur z moins z2 plus jusqu'à 1 sur z moins zn. Ici, bien sûr, on prend z, on évite les racines, donc z dans c moins z1, z2, etc. Zn. Et c'est cette formule-là qui va nous permettre de démontrer le théorème de Gauss-Lucas. Alors maintenant, on va se lancer dans la démonstration du théorème. Je vais considérer une racine quelconque. Je vais l'appeler par exemple W. Donc, cette formule, je vais l'appeler donc formule 1 par exemple. On va l'appeler formule 1. Alors donc soit W, une racine quelconque, ou bien 0 quelconque, une racine arbitraire de P', de la dérivée de P. Alors, il y a un cas trivial, on va tout de suite l'éviter, donc premier cas trivial, donc trivial, si W est l'un de ces points, Z1, Z2, Zn. D'ici l'un de ces points, donc il est dans l'enveloppe convexe. Trivialement, parce que l'enveloppe convexe d'une partie contient cette partie. Donc trivialement, donc W appartient à l'enveloppe convexe de l'ensemble des racines. Pourquoi? Parce que l'enveloppe convexe d'une partie contient cette partie. Donc s'il est dans cette partie déjà, donc il est forcément dans l'enveloppe convexe. Donc ça c'est le cas trivial. Cas non trivial, c'est dans le cas non trivial où nous aurons besoin de la formule 1. Donc second cas. Alors second cas, non trivial, si W n'appartient pas à cet ensemble. L'ensemble des racines de P. Alors dans ce cas-là, on a le droit d'utiliser donc cette formule. Tout est bien défini ici parce que W, il est dans C moins Z1, Z2, Zn. Donc d'après la formule 1, qu'est-ce qu'on a? Bon, je vais l'appliquer pour W. Donc je vais appliquer cette formule 1 pour Z égale W. J'ai le droit parce que W est là, dans cet ensemble. Il n'est pas l'un des racines de P. On est dans le deuxième cas. Donc d'après 1, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir donc P' de W sur P de W est égal, alors on va mettre somme 1 sur
W moins ZK. K égale 1 jusqu'à N. Il ne faut pas oublier que W c'est une racine, donc ça c'est 0. Donc en fait ça, P' de W c'est 0 parce que W c'est une racine, j'ai supposé que c'est une racine de P'. C'est-à-dire, donc qu'est-ce qui va rester? Il va rester donc que donc somme, donc on va avoir somme de 1 sur W moins ZK, K égale 1 jusqu'à N égale 0. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier par le conjugué. Donc on va multiplier chaque dénominateur de ces fractions. C'est des nombres complexes, donc on va multiplier chaque dénominateur par son conjugué. Donc on va multiplier la fraction ici, numérateur et dénominateur, par le conjugué du dénominateur pour avoir en bas un nombre, pour avoir des fractions de dénominateur réel. Donc, comment on va transformer ça? Donc, d'où, bien c'est-à-dire, encore une fois, donc somme, qu'est-ce qu'on va obtenir si on fait ça? Alors ici, donc, je dois multiplier par donc, le conjugué du dénominateur qui est donc W bar moins ZK bar. Donc, on va obtenir W bar moins ZK bar. Et au dénominateur, si je multiplie un nombre complexe par son conjugué, c'est le module au carré. Donc, on va avoir ici W moins ZK module au carré. K égale 1 jusqu'à N. Tout ça égale 0. On va développer ça. Alors, c'est-à-dire, ou bien avant de développer ça, si vous voulez, oui, bon, on va développer ça, donc on va mettre, donc c'est-à-dire, somme de K égale 1 jusqu'à N, bon, donc W bar sur W moins ZK module au carré égale, je mets donc de l'autre côté ce qui dépend des ZK, non, c'est pas ça, même si ça dépend de ZK, mais alors, somme de, alors ici je vais avoir ZK bar sur W moins ZK module au carré. Alors, je vais poser, alors posons, bien définissons, posons pour tout cas allant de 1 jusqu'à N, on va poser, par exemple, on va mettre lambda K égale donc à ce nombre 1 sur module de W moins ZK au carré. C'est bien un réel, il est dans R plus étoile. Donc ça c'est dans R plus étoile. Donc un réel strictement positif. Et on va poser encore la somme des lambda K, ou bien ici peut-être je vais l'appeler alpha. Lambda je vais le réserver à la fin. Ça je vais l'appeler alpha K, et alpha ça va être la somme des alpha K. K égale 1 jusqu'à N. Donc l'égalité précédente s'écrit, devient, donc si je fais ça, bon bien sûr le alpha aussi il est dans R plus étoile. La somme des, donc ça on va mettre dans R plus étoile. Donc l'égalité précédente devient avec ces notations, donc l'égalité précédente devient, donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la somme des, alors alpha K W bar, K égale 1 jusqu'à N, égale, voilà, égale la somme des alpha K ZK bar, K égale 1 jusqu'à N. Le W bar ici, on peut le faire sortir, parce qu'il ne dépend pas de K. Donc en fait ça, je peux l'écrire. Je vais l'écrire directement. Donc W bar ici, on peut le faire sortir. Donc on va mettre ça comme ça, entre parenthèses. Et là, je vais mettre W bar. Et somme des alpha K, c'est ça le alpha en fait. Donc c'est-à-dire,
Donc alpha fois W bar. Donc alpha fois W bar égale somme des alpha k zk bar. K égale 1 jusqu'à n. On va vérifier. Voilà. C'est exactement ça. Ça, c'est alpha. Donc alpha W bar égale somme de alpha k zk bar. Voilà ce qu'on obtient. On passe à la conjugaison. Donc en prenant la conjugaison complexe. Conjugaison complexe. On prend les conjugués des deux côtés. Alors, qu'est-ce qu'on obtient par la conjugaison complexe? Donc, il ne faut pas oublier que alpha et les alpha k sont des réels. Donc, si je fais le conjugué ici, je vais avoir alpha W égale, parce que moi je cherche W. Donc, c'est la somme de l'autre côté. Donc, je vais avoir alpha k zk. K égale 1 à n. Et finalement, je vais avoir la formule pour W. Donc, W égale somme de alpha k sur alpha, k égale 1 jusqu'à n fois zk. Et là, vous constatez que c'est une combinaison linéaire convexe des zk. Voilà la formule qu'on obtient. Là, il suffit de poser le lambda k égale à ces nombres-là. Et on voit bien que lambda k, alors posons pour tout k allant de 1 à n, lambda k égale donc alpha k sur alpha. Donc c'est bien des réels positifs, même strictement. Donc la somme des lambda k ici, ça va donner exactement 1. Donc si je somme les lambda k, c'est comme si je somme alpha k. Après, je divise sur alpha. Mais comme la somme des alpha k, c'est déjà égal à alpha, ça c'est alpha, donc c'est alpha sur alpha, c'est 1. Et donc, on voit bien que W, si vous voulez ça, on va l'appeler 2. Donc, 2 montre que W est une combinaison linéaire convexe. Combinaison linéaire convexe des zk, des nombres complexes des zk, k allant de 1 à n. Et puisque c'est une combinaison linéaire des zk, donc ça appartient à l'enveloppe convexe. D'après donc l'une des propositions précédentes, on avait dit que l'enveloppe convexe d'une partie A de C, c'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires convexes des points de A. Combinaison linéaire finie, bien sûr. D'où donc W appartient à l'enveloppe convexe de l'ensemble des racines de P. Voilà, c'est ce qu'on cherche à démontrer. Voilà, donc ainsi s'achève cette solution. Voilà, donc on a montré que toute racine de P', de la dérivée de P, appartient à l'enveloppe convexe de l'ensemble de toutes les racines de P. Juste un cas particulier, avant de terminer, un cas particulier assez important. Cas particulier. Si P est scindé sur R, supposons que P est dans Rx, scindé sur R. Alors, qu'est-ce que ça veut dire scindé sur R? Bon, je suppose bien sûr que son degré dépasse 2, supérieur ou égal à 2. Scindé sur R, ça veut dire que toutes ces racines complexes sont réelles. Toutes ces racines complexes sont réelles. C'est-à-dire qu'ils se décomposent en produits de facteurs de premier degré, de polynômes de premier degré. Voilà. Donc, scindé sur R, ça veut dire que toutes ces racines complexes sont réelles, ou bien le nombre de racines réelles qu'il a, c'est exactement égal à son degré, bon, etc. Tout ça, c'est la même chose. Alors, s'il est scindé sur R, dans ce cas-là, on va avoir donc Z1, Z2, les racines donc, vont être réelles. Et l'enveloppe convexe, ça va être juste un segment de R. Donc, l'enveloppe convexe, dans ce cas-là, ce que vous avez, si je trace ici le plan complexe,
Et donc ici, vous avez des racines, donc des points. Les racines de P sont réelles. Et si vous prenez donc l'enveloppe convexe des racines, vous allez trouver un segment. Vous allez trouver, par exemple ici, dans ce dessin, l'enveloppe convexe, ça va être ce segment-là. C'est ça l'enveloppe convexe. Donc ça va être un segment. Donc l'enveloppe convexe de cet ensemble est égal, donc est un segment réel, segment de droite. Et qu'est-ce qu'il nous dit le théorème de Gauss-Lucas? Donc le théorème de Gauss-Lucas, dans ce cas-là, ça entraîne que les racines de P' sont dans ce segment. Donc les racines de P', les racines complexes, toutes les racines, la racine complexe de P' sont dans ce segment, donc, puisqu'elles sont dans ce segment, et ce segment est réel, donc elles sont réelles. Et toutes les racines sont réelles, ça entraîne que, bien c'est équivalent à dire que P' est scindé sur R. Voilà. Donc le théorème de Gauss-Lucas entraîne le résultat important suivant, qui nous dit que si P est scindé sur R, P c'est un polynôme réel, s'il est scindé sur R, alors P' est scindé sur R. Donc P scindé sur R implique P' scindé sur R. Ce résultat, on peut le démontrer aussi par l'analyse réelle en utilisant le théorème de Rolle. On peut fournir une deuxième démonstration de ce résultat, qui est un cas particulier du théorème de Gauss-Lucas. Si P est scindé sur R, alors P' est scindé sur R. On utilise le théorème de Rolle pour le démontrer analytiquement. Voilà, donc j'ai terminé donc, pour aujourd'hui. Je pense à partir de la prochaine fois, on va commencer un petit peu les séries entières et puis après les fonctions analytiques. Voilà. Donc je m'arrête là, je vous donne rendez-vous à peu près dans une semaine. Je vous conseille de télécharger le polycopier, mon polycopier d'analyse complexe, que vous trouvez le lien dans la description. Donc c'est ce polycopier-là que j'utilise et les exercices sont extraits de ce polycopier aussi. On ne va pas peut-être pouvoir les faire tous, mais on va essayer de faire le maximum possible. Voilà, je m'arrête là. Portez-vous bien et à bientôt.